J'ai présenté dans une vidéo précédente la genèse du traité sur le commerce des armes, le TCA, du début des années 1990 à son entrée en vigueur en 2014. Je souhaite, dans cette deuxième partie, entrer de manière un peu plus classique et de façon synthétique dans l'examen des principales dispositions de ce traité, en tâchant de faire ressortir sa cohérence, mais aussi ses fragilités, peut-être quelques-uns de ses manquements, de ses manques, et afin que l'on comprenne un peu le principe architectural de l'ensemble, qui avait présidé à la conclusion du texte par ses promoteurs et par ses rédacteurs. Alors, l'objet du traité, tel que le dispose son article 1, est double. Premièrement, le TCA cherche à instituer les normes communes les plus strictes possibles pour réglementer ou pour améliorer la réglementation du commerce international d'armes dites classiques, que l'anglais traduit par conventional weapons ou conventional arms. Et deuxièmement, prévenir et éliminer le commerce illicite des armes classiques et empêcher le détournement de ces armes. Donc, il s'agit pour les rédacteurs du texte d'encadrer d'abord ce qui est permis et de définir et puis de lutter contre ce qui ne l'est pas. Et c'est l'article 2 du traité qui définit son champ d'application, et c'est un champ qui est très étendu. Sont listées les armes dites classiques, par opposition aux armes dites non conventionnelles ou aux armes dites de destruction massive, en s'en tenant à la définition que donnent les Nations Unies de ce terme depuis 1946. Les différents matériels de guerre, et c'est important à le dire d'emblée, ne sont pas définis par l'article 2. Mais l'article 5 du traité sur sa mise en œuvre encourage les États à appliquer le traité à une gamme la plus large possible d'armes classiques, et en particulier les définitions nationales des armes qui sont listées à l'article 2 ne peuvent pas être plus restrictives que les définitions de ces mêmes armes qui sont utilisées par le registre des armes classiques des Nations Unies. Donc c'est un encadrement sur la latitude donnée aux États dans leur définition. Alors, les catégories d'armement du TCA reprennent celles du registre des Nations Unies, en y ajoutant une rubrique qui est celle des armes légères et de petit calibre, les ALPC. Ça avait été une demande très forte de plusieurs ONG et de plusieurs États qui plaidaient depuis le début des années 2000 pour le caractère très déstabilisant de ces armes légères et de petit calibre, cette catégorie, dans les conflits locaux et dans les conflits régionaux, en particulier en Afrique. Et de ce point de vue, ils ont eu gain de cause, et ça a été un ajout et un apport assez majeur au TCA par rapport au registre lui-même des armes classiques des Nations Unies. Alors cet article, l'article 2, définit également de manière très extensive ce qu'est le commerce international. Les activités de commerce international sont dites englober les exportations, les importations, le transit, le transbordement et le courtage. Et l'ensemble de ces activités est regroupé dans le terme de transfert. Ce sont l'ensemble des transferts internationaux d'armes classiques. Il est important tout de suite de noter, on l'a
identifiés comme l'une des fragilités du traité, que ces différents termes ne sont pas définis par le texte, mais ça ne signifie pas évidemment qu'ils n'ont pas de définition, mais en revanche, il faut se référer à d'autres textes en droit international pour en rendre compte précisément. Et il n'y a pas de définition dans une annexe du traité de ce que sont toutes ces activités de transfert. Il est notable que le TCA est plus détaillé sur le contrôle des exportations qu'il ne l'est sur le contrôle des importations. On a pu trouver, et on peut trouver ça relativement étrange, dans la mesure où l'immense majorité des États partis à ce traité sont des États importateurs, et donc sont intéressés au premier chef par les contrôles en matière d'importation. Ces contrôles sont pourtant déterminants en cela qu'ils permettent aux États exportateurs d'armes de procéder à leurs évaluations de risque pays, et ce sont précisément ces évaluations qui conduisent à la justification d'une décision ou non d'exportation finale. Et la mise en place donc de systèmes de contrôle des importations est une condition absolument essentielle du dispositif d'ensemble du TCA, mais dans le texte, on peut avoir le sentiment que l'insistance a été mise sur les dispositifs de contrôle d'exportation. S'agissant, pour finir sur ce champ d'application général, la question des détournements, puisque c'est l'un des objets évidemment premiers du TCA, c'est l'article 11 qui est pertinent, qui est entièrement consacré au détournement, et c'est un article qui est très long, qui est très détaillé, et qui dispose qu'un État exportateur doit chercher à prévenir le détournement des armes transférées depuis son territoire, même si les munitions et les autres composants ne sont pas concernés par cette obligation de lutter contre les détournements, sans qu'on donne aux États partis les moyens ou une liste de moyens pour y parvenir. Mise en œuvre du TCA. Le point important ici, c'est de se rappeler que cette mise en œuvre est strictement liée à la compétence nationale. Elle relève uniquement d'une compétence nationale. C'est l'article 14 sur l'exécution du traité. L'exécution, c'est ce que les anglo-saxons nomment le enforcement. Chaque État partie, je cite, adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements nationaux, mettant en œuvre les dispositions du présent traité. L'une des obligations centrales dans la mise en œuvre du traité, c'est l'article 5, l'établissement et le maintien de systèmes de contrôle national pour réguler les transferts. Il est en particulier demandé à chaque État d'établir des listes nationales de contrôle de leurs armes et des autres items qui sont ouverts par le système de contrôle. Et les obligations principales en matière de régulation des transferts relèvent de plusieurs articles, mais c'est en particulier l'article 6 qu'il convient de détailler ici. Un État partie au TCA ne doit autoriser aucun transfert dans 3 cas. Le premier cas, c'est le cas de mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et les embargos sur les armes en particulier. C'est un point absolument fondamental qui explique notamment les votes négatifs à l'époque de l'Iran, de la Syrie et de la République populaire démocratique de Corée lors de l'adoption du traité en 2013, précisément parce que ces États étaient lourdement sous embargo des Nations Unies et se voyaient donc sous la coupe d'une interdiction nouvelle contenue dans un traité juridiquement contraignant
à vocation universelle. Le deuxième cas, c'est en cas d'accords internationaux spécifiques relatifs au transfert national ou au trafic illicite d'armes classiques. Et le troisième cas, c'est lorsque l'État partie a connaissance, lors de l'autorisation de transfert, de ce que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil, et d'autres crimes de guerre. Et c'est évidemment cet article 6 du TCA qui a donné le plus grand nombre de commentaires, le plus de réserves, pas interprétatives, mais de réserves dans l'appréhension, la perception qu'on a de l'efficacité de l'égalité de traitement, etc., du traité, du fait des termes employés qui indiquent à l'évidence une importance donnée, très forte, à l'interprétation de cas d'espèce par les États parties eux-mêmes dans leurs décisions de transfert. Dans tous les cas, et il faut noter cela pour finir sur ce sujet, c'est important, si un transfert n'est pas prohibé au titre de l'article 6, il appartient de toute façon à chaque État partie de le conduire dans le respect strict des autres dispositions du traité. Et en particulier que l'évaluation d'exportation soit conforme à l'article 7, le cas échéant. Maintenant, le TCA a fondé une grosse partie de son autorité, de sa future efficacité, sur la transparence. Et on peut regrouper les articles dans trois sous-ensembles à ce sujet. Un mot rapide sur la conservation des données. Il est demandé, et c'est obligatoire, pour les autorisations d'exporter ou pour les exportations effectives, et non pas seulement les autorisations, pendant au moins 10 ans, s'agissant des armes, mais pas des munitions et des composants, que ces données soient conservées par l'État exportateur. Ensuite, l'activité de rapportage, le reporting, est l'instrument principal qui a suivi dans la mise en œuvre du TCA cette disposition sur la conservation des données. Le rapportage est l'objet de l'article 13 du traité. C'est un article qui est détaillé et qui prévoit 3 types de rapports différents. Le premier rapport, c'est le rapport de mise en œuvre initial qui est censé être remis par le nouvel État partie dans les 12 mois qui suivent son adhésion. C'est un rapport qui est obligatoire. Le deuxième type de rapport, c'est le rapport sur les mesures prises pour traiter les cas de détournement. On retrouve bien le deuxième objet principal du TCA. Ces rapports sont vivement encouragés, mais en revanche ne sont pas obligatoires. Et le troisième rapport dans cette activité de reporting, c'est un rapport annuel sur les exportations et sur les importations, qui sont des rapports obligatoires, dans des termes qui sont relativement ouverts, mais obligatoires, pour tous les États, qu'ils soient exportateurs ou qu'ils soient importateurs. Il faut bien avoir en tête que pour les concepteurs du traité, comme pour les concepteurs et les rédacteurs d'autres traités d'arms control, un bon rapportage, c'est une mesure de transparence en tant que telle. C'est une mesure qui apporte de la confiance aux autres États dans la mesure où elle permet de savoir ce que font les uns et les autres en termes de transfert et donc aussi en termes d'accumulation d'armement le 15 échéant. On peut terminer sur ce volet de la transparence en 2 mots
sur les dispositions qui sont relatives à l'assistance et à la coopération, parce que c'est aussi une forme de transparence. C'est l'article 15 là, du TCA qui est pertinent et qui encourage les États à faciliter la coopération internationale. La question de l'assistance et de la coopération avait été soulevée par bon nombre d'États de l'hémisphère sud dans la négociation du traité à partir de 2010. Et c'est une dimension que l'Union européenne, je l'avais mentionné dans la première vidéo, je le répète ici, a tout à fait pris en compte de manière sérieuse dès le départ, en adoptant en décembre 2013 une première décision du Conseil en appui justement à la mise en œuvre pour faciliter l'assistance auprès d'États qui en auraient besoin pour adopter le TCA et le transposer dans leur droit interne. Et cette décision du Conseil en soutien à la mise en œuvre du TCA a été renouvelée en 2017. Et de manière encore plus précise encore, et là cette fois c'est l'article 16, cet article dispose que tout État partie peut rechercher une assistance dans le cadre de ses efforts pour mettre en œuvre le traité, et en particulier, c'est l'aspect notable de cet article, qui est assez ambitieux, le législateur a créé un fonds d'affectation volontaire, le VTF, qui est spécifiquement mis en place pour aider ceux qui requièrent une assistance internationale pour la mise en œuvre, et chaque État partie, sur une base volontaire bien entendu, est appelé à alimenter ce fonds, ce que font la plupart des États européens, la France en particulier. C'est un fonds d'affectation volontaire qui a été adopté à la deuxième conférence des États parties en 2016. C'est une présentation très schématique des principaux éléments, des principales dispositions du traité que je viens de faire. C'est un traité qui est assez long, qui rentre assez dans le détail, et qui donc de ce point de vue-là est assez scrupuleux. Mais on voit bien que une analyse, disons, rapide de ces principales dispositions indique que, en dépit de cette ambition, disons, du législateur, en particulier dans son champ d'application, c'est un texte qui est vraiment un texte de compromis en ce qui concerne sa mise en œuvre. Le traité, on l'a vu rapidement, laisse une grande marge de manœuvre interprétative aux États parties. Il y a un mécanisme de suivi, un secrétariat permanent, mais qui est assez limité, et qui ne dispose absolument pas de mécanisme de contrôle. On retrouve là un petit peu le problème qui s'était posé avec l'adoption de la résolution 1540 du Conseil de sécurité, avec des comités de suivi, mais pas de comités de contrôle, qui permettent de vérifier si le traité, ou en l'occurrence la résolution, était bien appliquée, puisqu'elle doit l'être de manière obligatoire. Il n'y a pas de disposition contraignante en cas de manquement avéré. Il y a un accord, un traité qui parle de la gestion des différends, le cas échéant, avec un État tiers qui pourrait jouer le rôle d'un médiateur, suivant une disposition extrêmement classique du droit des traités, mais enfin il n'y a rien de particulièrement ambitieux qui a été fait de ce point de vue-là. Et enfin, chaque État partie, là encore c'est une disposition classique des traités, peut dénoncer le traité, sortir du traité, sans avoir à se justifier, sans avoir à expliquer ses motifs de retrait. C'est-à-dire qu'un État partie peut exposer ses motifs de retrait dans une durée de temps convenue, mais il n'est pas obligé de le faire. Donc là encore, sans être obligé de se référer sa décision de sortie au Conseil de sécurité en l'argumentant, c'est naturellement un signe de fragilité qui est dans le texte lui-même. C'est donc la mise en œuvre des dispositions du TCA qui doit permettre de dire si ce traité, qui a été adopté en 2014, est utile ou génère ou risque de générer un sentiment de fausse sécurité, quoi. Et donc, dans une prochaine vidéo, je poserai précisément cette question de la mise en œuvre du TCA depuis 2014. Et à ce moment-là, je poserai la question de savoir si le TCA vient renforcer un dispositif ou, au contraire, signe ce qui pourrait être qualifié de fin de l'arms control multilatéral tel qu'on a vu cet édifice se construire dans les années 80 et dans les années 90.